Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Parlons Canada avec SKO Immigration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui passionne, qui intrigue et parfois même qui inquiète. Il s'agit de l'argent. Oui, nous allons parler d'éducation financière. Quand on s'installe dans un nouveau pays comme le Canada, c'est important d'avoir des bases solides pour réussir financièrement son immigration. Éviter les pièges, bien gérer sa preuve de fonds et comprendre le crédit. Pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Alexia, qui est experte en éducation financière et fondatrice de 123 Finance. Bonjour Alexia, comment ça va? Bonjour Sandra, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Toi Alexia, est-ce que ça te dérangerait pas de te présenter un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas et présenter 123 Finance? Absolument. Alors moi je suis Alexia, la fondatrice d'123 Finance. 123 Finance, c'est une entreprise bilingue qui est dédiée à l'éducation financière. Mon but c'est de rendre ça interactif et amusant pour que les gens s'y intéressent. Je suis également passionnée de danse et grande voyageuse. Et fun fact à propos de moi, j'ai fait 2 ans de boxe en compétition en Europe. Waouh! Bravo! Franchement, je savais pas du tout, je l'apprends. C'est génial. Tu étais dans quelle catégorie? Alors c'était catégorie femme amateur, moins de 60 kilos. Waouh! Ok, très bien. Franchement, c'est bon à savoir. Prends bien 123 Finance. Qu'est-ce que c'est en fait concrètement comme entreprise? Alors, 123 Finance, c'est une entreprise bilingue qui est dédiée à l'éducation financière. Donc, ce que je propose en fait, c'est des expériences dans l'éducation financière. Et pour ça, je travaille avec des organismes. Je suis un B2B business. Donc, mes clients, ça va être les organismes à but non lucratif, les universités, les clubs sociaux, les entreprises. Et à plus grande échelle, j'aimerais bien travailler avec le gouvernement. Donc, c'est ces organismes-là qui vont me payer pour que les personnes comme toi puissent accéder à de l'éducation financière gratuitement. Et en fait, moi, ma vision, mon but, c'est vraiment de briser les traumatismes financiers intergénérationnels et de construire une société, en fait, tout le monde a accès à l'information nécessaire afin de prendre des décisions financières éclairées. Mhm. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais il y a 84% des Canadiens qui estiment manquer d'éducation financière. Et après, on le sait, les 80%. 84%, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il faut que je fasse bouger ce pourcentage, c'est mon but. Totalement, totalement. C'est énorme. Waouh. Waouh. Du coup, pour revenir sur ces 84%, c'est vraiment énorme. Et je sais que moi, par exemple, les nouveaux arrivants, à chaque fois, j'ai toujours cette question. La preuve de fonds, pourquoi il nous faut? Parce que donc selon les programmes, par exemple, une résidence permanente, on a une preuve de fonds qui est donc calculée en fonction des membres de la famille. Et beaucoup de personnes me demandent, mais est-ce que c'est nécessaire cette preuve de fonds? Par exemple, je sais que PVT, permis vacances-travail, on demande juste 2 500 $ canadiens pour venir au Canada comme preuve de fonds. Mais toi, à ton avis, selon toi, combien il faudrait pour bien s'installer au Canada? Qu'est-ce que tu penses de cette preuve de fonds? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui n'est pas nécessaire? Parce que je sais que toi également, tu es venu comme immigré au Canada. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ils imposent un montant minimum. Par contre, pour moi, ce qui est amusant, c'est qu'ils imposent un montant pour le Canada, alors que le Canada, c'est très grand. Et tu vois, d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, les prix, les montants sont pas les mêmes. Que tu ailles, tu immigres à Toronto, à Calgary ou à Montréal, on va te demander 2 500 $, mais tu payes pas le même montant de loyer, l'alimentation, etc. Tu vois. Donc pour moi, je trouve ça amusant qu'ils imposent ce montant-là. Donc moi, je dirais vraiment beaucoup plus. Je dirais entre 5 000 et 10 000 $. Bon, après, tu me diras, Alexia, entre 5 000 et 10 000, c'est du simple au double. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ça va dépendre de ta situation. Si tu arrives, tu connais quelqu'un au Canada, tu as une tante chez qui tu peux habiter, ça sera différent de si tu arrives par toi-même et que tu dois prendre un Airbnb ou prendre un loyer directement, tu vois. Après, ça dépend également de la localisation. Est-ce que tu immigres à Calgary, à Toronto, à Montréal ou même ailleurs? Donc pour ça, je dirais aux gens vraiment faites vos recherches sur différents points, sur le logement, l'alimentation, le transport et l'assurance santé, c'est-à-dire combien ça coûte. Est-ce que voilà et il y a plein de ressources qui sont en ligne, des groupes Facebook sur les immigrés au Canada, les francophones au Canada. Donc vraiment, je dirais aux gens, faites vos recherches,
Faites une stratégie de budget, n'ignorez pas les dépenses, allez chercher les dépenses, demandez à ChatGPT, demandez aux gens si vous connaissez des gens au Canada et profitez des aides qui sont offertes. Il n'y a pas forcément d'aide financière, mais il y a un organisme qui s'appelle le Centre francophone qui peut vous aider à trouver un travail plus rapidement. Donc j'irais vraiment se préparer et économiser, venir avec assez de fonds suffisants. C'est vraiment vrai ce que tu dis, hein, parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Canada en 2017, pareil, ils me demandaient à l'époque même, si on venait juste avec les 2500 $, je trouvais que c'était juste. Sachant Oui, qu'à l'époque, les loyers n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 2500 $, ça dépend où on veut aller habiter, mais quelquefois, ça fait un mois, un mois de oui, loyer. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Oui, donc c'est vraiment important de se renseigner, comme a dit Alexia, sur l'endroit où vous voulez habiter. Parce que quand on vous parle de preuve de fonds, c'est pour vous. C'est pour ne pas que demain vous vous retrouvez et que vous soyez dans l'incapacité de vivre correctement et de ne pas réussir votre immigration, en fait. Donc la preuve de fonds, c'est la base de base. Lorsque vous arrivez, une bonne preuve de fonds, moi je conseille toujours d'avoir le plus d'argent possible. Oui, Et comme tu disais, ça dépend également si on immigre seul. Parce que quand on vit en famille avec des enfants, exactement. c'est pas pareil. Et puis l'hiver est rude, hein. Je veux dire, si on n'est pas bien Ouais. équipé, bien logé, franchement, l'expérience canadienne peut vite tourner au cauchemar. Exactement, et je reviens sur ce que tu disais par rapport à quand on immigre en famille, c'est vrai, même se renseigner, si tu viens avec un enfant ou deux enfants, se renseigner sur, ok, combien ça coûte une crèche? Et les gens sont souvent surpris, pour un enfant, tu peux payer 2000 $ de crèche si c'est à Toronto, par exemple, par mois, par enfant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Totalement. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, d'après toi, qu'est-ce que tu considérais comme plus grand défi financier pour une personne qui arrive au Canada? Par exemple, on va dire, moi Alors, j'arrive, j'ai ma preuve de fonds. oui, Quels seront mes défis financiers? J'arrive, on va dire, avec 10 000 $. ok. Alors, déjà, moi, j'aurais dit un des plus grands défis financiers, c'est les gens vont en fait souvent sous-estimer le fonds d'urgence. Donc, juste pour donner une définition, le fonds d'urgence, bon, ou la preuve, on peut l'appeler la preuve de fonds qui vous demande. Donc, le fonds d'urgence, c'est en fait une enveloppe d'argent que tu vas avoir, que tu as économisé en amont, et qui va te permettre de financer les dépenses imprévues. Donc, ça peut être je sais pas, un décès dans ta famille, ou ça peut être, par exemple, si on parle vraiment d'immigration, tu arrives au Canada, tu pensais trouver un travail en 3 mois, finalement, tu trouves un travail au bout de 6 mois ou au bout d'un an. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, moi, je suis arrivée il y a 6 ans au Canada, j'ai mis, on va dire, peut-être 2 mois à trouver un travail. Maintenant, là, en ce moment, en 2025, je vois des gens qui arrivent, qui cherchent pendant 3 mois, 6 mois, un an parfois, un an sans rien trouver. Donc dites-vous, voilà, je vais venir au Canada, peut-être il y a des possibilités que pendant un an, je n'ai pas de salaire. Comment je vais faire pour payer mon loyer, mes courses, mes dépenses médicales, si j'ai pas de... Bon là, si vous venez en PVT, il y a l'assurance PVT, mais si vous venez en RP, si je dois aller chez le dentiste, moi, mon époux ou mes enfants. Donc ça, je pense que c'est vraiment les gens sous-estiment le fonds d'urgence. Donc quand tu disais tu viens avec 10 000 $, c'est déjà un bon point, mais c'est pas non plus ah j'arrive j'ai 10 000 $, je suis tranquille. Attention, parce que comme on le disait tout à l'heure, 2500 $ par mois, c'est le loyer en ce moment à Toronto. Donc je dirais ça. Un des autres défis, c'est vraiment sous-estimer le temps pour trouver un emploi, comme je viens de le mentionner. Et vraiment, le dernier, c'est comprendre le système financier canadien. Et quand je parle du système financier canadien, c'est très large, mais je parle plus spécifiquement de l'importance du score de crédit et des cartes de crédit. Ça, c'est très, très important. Bon, la cote au crédit, là, vraiment, tu l'as mentionné, c'est super important parce que moi, je me rappelle, même quand j'arrivais et que je voulais chercher un appartement, en tant que nouvel arrivant, on te demande quelle est ta cote au crédit. Ben, on vient d'arriver, déjà, tu sais pas ce que c'est la cote. Moi, j'ai eu de la chance, ma sœur vivait au Canada. Donc, quand je suis arrivée, l'éducation financière dont tu parles, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, voilà, tu auras besoin, tu as quelque chose qu'on appelle la carte de crédit, il y a des cartes de crédit. Elle m'a vraiment expliqué comment ça fonctionne. Et je pense que si je l'avais pas eu aujourd'hui, je pense que mon immigration n'aurait pas été la même. Et surtout, nous, en venant de France, par exemple, on n'est pas habitué à ce système de crédit. On prend pas de crédit, on n'a pas de carte de crédit. Donc, je trouve que c'est hyper difficile quand on arrive. Et c'est bien que tu mentionnes. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la cote de crédit, selon toi? Alors, la cote de crédit, pour moi, c'est un score qui va définir qui tu es et surtout quelle est ta santé financière ici au Canada. Donc, c'est un chiffre qui va jusqu'à... Il y a deux agences. Il y a l'agence Equifax et TransUnion.
Elles ont chacune une façon de comptabiliser ce score, mais généralement, il va jusqu'à peut-être 800, quelque chose comme ça. Et en fait, tu as 5 critères qui vont permettre de calculer ta cote de crédit. Et en fait, ils sont pondérés avec des différents pourcentages. Donc, tu as l'historique de paiement, tu as l'utilisation du crédit, la durée de ton historique de crédit, les nouvelles demandes de crédit et la composition et diversité du crédit. Donc, si je reviens sur l'historique de paiement, par exemple, il vaut pour 35% de ta notation de crédit. Et en fait, ça représente comment tu fais tes paiements. Est-ce que tu rembourses à l'heure? Est-ce que tu as des retards de paiement? Etc. Là, on parle de Ensuite, carte de crédit, hein, c'est ça, hein, pas ouais, des... là, c'est la cote de crédit, exactement. Donc, quand je dis l'historique de paiement, je parle de tes cartes de crédit parce que tu vois, la cote de crédit, elle est directement liée à l'utilisation des cartes de crédit. Donc, comment tu utilises tes cartes de crédit? Est-ce que tu les rembourses à l'heure, etc. L'utilisation du crédit, ça vaut pour 30%. Quand je parle de l'utilisation du crédit, c'est-à-dire que quand tu as une carte de crédit, tu ne dois pas utiliser plus de 30% du montant de ta carte de crédit. Je donne un exemple. Tu as une carte de crédit, ton montant maximum est de 1 500 $. Chaque mois, tu dois faire en sorte d'utiliser moins de 30% de 1 500 $, c'est-à-dire moins de 500 $ par mois. Tu utilises 500 $, tu les rembourses. Tu réutilises 500 $, tu les rembourses. Et c'est pas une histoire de certains me demandent ah est-ce que je peux utiliser 500 $ les 2 premières semaines d'avril et 500 $. Non, c'est 500 $ en une utilisation. Donc tu vois, utiliser moins de 30% de ta limite. D'accord. Ensuite, tu as la durée de ton historique de crédit. Donc toi, tu es arrivé en Canada en 2017, ton historique de crédit commence en 2017. Sauf si entre-temps, tu as fermé des cartes de crédit comme ça a été le cas pour moi. Moi, je Moi suis arrivée aussi, en je savais 2019. pas. Voilà. Et en fait, mon historique de crédit commence en 2019 jusqu'en 2025. Mais en 2019, j'ai ouvert une carte de crédit dans une banque chez TD. Et ensuite, comme j'ai travaillé chez RBC, j'ai ouvert une autre carte bancaire chez RBC. Donc, quelques années après, donc je me suis dit, je vais fermer la carte de crédit chez TD. Sauf que du coup, c'est venu réduire mon historique de crédit, qui vaut que pour 15% dans le compte, mais ça vaut quand même. Bien sûr. Ensuite, Ensuite, tu as les nouvelles demandes de crédit, c'est-à-dire plus tu fais des demandes de crédit dans un, dans un temps qui est court, plus ça va jouer en ta défaveur. Par contre, si tu montres que la première année, tu as une carte de crédit, la deuxième année, tu as peut-être une marge de crédit, la troisième ligne de crédit, ben là, ça va jouer en ta faveur. Tu vois? Donc, c'est la diversité des cartes de crédit. Et ensuite, donc ça, c'était les nouvelles demandes de crédit. Et ensuite, tu as la composition et diversité du crédit. Donc, justement, combien tu as de crédit? En fait, pour le gouvernement canadien, montrer que tu as plusieurs différentes cartes bancaires, score de crédit, ligne de crédit, ça montre que en fait, tu es un bon payeur et tu arrives à gérer ton argent correctement. Waouh. Ok. Impressionnant quand même. C'est-à-dire qu'on t'encourage à prendre des cartes de crédit, mais en même temps, on te dit, ne dépense pas tout, prends juste 30%, rembourse dans les temps. C'est quelque chose quand même. Sachant qu'on sait que c'est hyper difficile. Quand on a une carte de crédit, on est super tenté de dépenser, de l'utiliser. Donc en fait, je pense que ça ferait vraiment partie des conseils à donner, peut-être de dire aux gens, attention à votre utilisation de carte de crédit, c'est pas votre argent. Et ça, Exact. vraiment, je remercie ma soeur quand je suis arrivée qui m'a dit, elle m'a dit, Sandra, prends une carte de crédit pour constituer ta carte de crédit, mais dis-toi que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Et après, tu vas devoir rembourser avec des intérêts, parce qu'on a des cartes de crédit qui ont quand même des intérêts assez élevés, hein. Exactement. Et elle a eu raison de te dire ça parce que c'est totalement vrai. Ce n'est pas ton argent. L'argent qu'il y a sur ta carte de crédit, ce n'est pas ton argent. C'est une carte de crédit. Donc, en fait, la banque te donne un crédit, tu vois. Donc c'est vraiment un conseil qu'effectivement je donnerais. Et quand tu disais oui, alors tu vois, on te donne des cartes de crédit, mais on te dit il faut pas que tu dépenses plus de 30%, etc. On te le dit, mais sans vraiment te le dire, tu vois. Parce que moi, honnêtement, et je rencontre plein de gens comme ça, ils me disent ah, je suis allé à la banque, j'ai fait ma carte de crédit, mais on m'a rien expliqué. Bien Ils sûr. expliquent pas forcément, notamment aux immigrés, aux nouveaux arrivants. La banque, c'est pas la banque qui va t'expliquer ça. C'est plus, par exemple, une coach financière ou alors une éducatrice financière. Tu vas à un atelier, c'est plus dans ce genre de contexte qu'on va t'expliquer les choses. Tu vas à la banque, ils vont juste t'expliquer le taux, combien ça coûte, mais ils vont pas forcément t'expliquer comment est calculé ta cote de crédit. En même temps, c'est par leur rôle, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Totalement, totalement.
Et juste pour ajouter quelque chose, pour tous ceux qui arrivent au Canada, vraiment vérifiez votre carte de crédit. Comme je vous ai dit, il y a deux agences, Equifax et TransUnion, mais il y a également des applications mobiles qui peuvent vous permettre de vérifier votre code de crédit. Donc il y a Borrowell et Credit Karma. Ah ouais, Crédit Karma, moi j'ai beaucoup utilisé, oui, je me rappelle. Franchement, ça aide énormément. Et puis, ça permet, moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avec ces applications, tu as des notifications. Si par exemple, il y a une demande qui a été faite, et puis ça permet aussi de surveiller si quelqu'un utilise votre carte, ce que je ne vous souhaite pas. Au moins, vous pouvez être informé parce que franchement, l'historique de crédit peut vraiment, je vais pas dire gâcher votre vie au Canada, mais ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais même prendre un abonnement téléphonique, quand on va, ça peut toucher votre code de crédit. Et moi, je ne savais pas, c'est des choses qu'on ne sait pas en fait. Mhm. Et c'est des choses que la banque ne t'explique pas. Tu l'apprends généralement sur le tas ou alors si tu t'entoures correctement avec une éducatrice financière. Waouh, ok. Et moi, quelque chose qui m'avait marqué également, c'est que je venais d'arriver et puis je pense que j'étais partie à Walmart. Et donc les gens, ils te font la publicité de cartes. Donc moi, au début, je pensais que c'était une carte de fidélité. Elle me dit, vous voulez la carte du magasin? Donc je lui dis oui. Et donc là, elle commence à me poser des questions. Et là, je me rends compte que ce sont des questions un peu personnelles. Le revenu. Et là, je lui dis, mais c'est quoi comme carte? Et là, elle me dit une carte de crédit. Et en fait, heureusement que j'ai eu le temps de réaliser parce que j'allais souscrire à une carte de crédit alors que je n'en avais pas besoin. Donc en fait, ça aussi, c'est un conseil que je donnerais. Faites attention, si vous avez déjà une, deux cartes de crédit, n'allez pas en prendre beaucoup. Et puis, renseignez-vous. Quand vous êtes dans un magasin, quand on vous dit prenez la carte du magasin, demandez, c'est quoi comme carte? Est-ce que c'est une carte de crédit? Même les paiements plusieurs fois, quelquefois, ça peut ne pas toucher la carte de crédit, quelquefois, ça touche. Il faut toujours demander. Toujours, toujours. Complètement d'accord. Et c'est vrai que quand on vient d'un autre pays, bah toi tu le disais, on vient toutes les deux de France, tu vois. En France, c'est pas quelque chose qui est vraiment commun, tout ça, code de crédit, on connaît pas les cartes de crédit. Donc c'est vrai quand on arrive ici et qu'on est en Amérique du Nord et que c'est vraiment culturel, cette culture de la dette, du crédit, il faut faire attention et comme tu dis, bien s'entourer, bien se renseigner. Totalement, totalement. Et du coup, pour toi, quelles sont les erreurs financières classiques que les nouveaux arrivants devraient éviter? Bon, on a déjà quand même donné pas mal de conseils. On a dit se renseigner. On a déjà donné pas mal de conseils, mais oui, pour faire un petit résumé, je dirais, euh, une première erreur, c'est ne pas vérifier son score de crédit régulièrement, ou alors ne pas le faire du tout. La dernière fois, j'ai fait un atelier, quelqu'un m'a dit, ah, ça fait 3 ans que je suis au Canada, j'ai jamais vérifié mon score de crédit. Oh, j'ai failli tomber de ma chaise. Quand vous arrivez au Canada, vérifiez vos scores de crédit. Vous pouvez sur le site d'Equifax, sur le site de TransUnion, ou comme on l'a dit tout à l'heure, télécharger les applications Borrowell ou Credit Karma. Ensuite, je dirais une deuxième erreur, c'est clôturer une carte de crédit. Alors, une carte de crédit, si vous voulez plus l'utiliser, remboursez le solde et laissez-la de côté, ne la fermez pas parce qu'en fait, ça va, surtout en tant que nouvel arrivant immigré, ça va avoir un impact sur l'historique. C'est-à-dire, surtout si c'est ta première carte de crédit, ne la ferme pas. Bon, après, moi, je l'ai fermée, ça m'a porté préjudice pendant un moment, mais maintenant, j'ai un super bon score de crédit qui est à 800, aux alentours de 800. Donc, au final, il y a toujours moyen de rattraper si tu as la bonne information. Ensuite, une autre erreur, ce serait d'utiliser plus de 30% du solde de sa carte de crédit. Bon, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Un autre exemple, c'est ne pas rembourser le montant de sa carte de crédit dans la période de grâce. Donc, pour expliquer brièvement, la carte de crédit, on vous donne un montant et à chaque fois que vous utilisez, vous avez 21 jours pour rembourser le montant que vous avez utilisé. C'est la période de grâce. Si vous remboursez après ces 21 jours, dans ce cas-là, là, vous allez avoir des intérêts. Alors, si vous remboursez pendant la période des 21 jours, ben, j'ai utilisé 500 dollars, je rembourse 500 dollars. Si je rembourse après, j'ai pris 500 dollars, je vais rembourser, je sais pas, 500 dollars plus 20% d'intérêt. Donc, généralement, c'est pas des petits montants. Donc, ça, faut faire attention. Et la dernière erreur, je dirais, c'est les gens qui qui ne font pas de stratégie budget. Ils arrivent avec leurs 10 000 dollars de fonds, et puis, ah bah voilà, bah, je vais payer le loyer, je vais faire les dépenses, je vais. Non, il faut budgétiser. Là, j'ai pas encore de travail. Combien ça va me coûter pendant les 6 prochains mois, pendant la prochaine année, le loyer, les courses, tout ça. Dès que vous arrivez, vous allez aller faire les magasins, voir un petit peu combien ça coûte. Et ben, faites une stratégie de budget pour les 6 prochains mois, pour les 12 prochains mois. L'aide coupable. Ce qui s'est passé quand je suis arrivée, et je suis arrivée avec des euros.
On se dit, le dollar canadien, il est faible. Et puis je voulais découvrir et je voyageais. Je partais le week-end et j'étais là. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais Sandra, tu t'es venue avec des euros. Ça aurait été l'occasion franchement, avec du recul, c'est ce que je me dis. J'aurais dû planifier. Mais it's ok, c'est pas grave. J'ai appris de mes erreurs. Mais franchement, je plaide coupable. Après, de ce que tu as dit, j'ai aussi appris qu'apparemment, si tu demandes trop ton crédit score, ça peut avoir l'effet inverse. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour moi, ça, c'est pas vrai, dans le sens où, alors, il y a deux façons de demander ton crédit score. Tu peux demander de faire une demande officielle à Equifax ou TransUnion, qui sont les deux agences nationales. Et ça, généralement, tu peux le faire gratuitement une fois par an. Donc, tu t'amuses pas à faire la demande, généralement, plusieurs fois par an. Et après, sur les applications, c'est ce qu'on appelle des demandes de crédit douces. Bon, on dit soft, des soft requests, tu vois. Donc c'est pas ça qui va avoir un impact sur ton score de crédit. Par contre, il y a ce qu'on appelle les hard requests. C'est là quand, par exemple, tu vas prendre un abonnement téléphonique. Tu vas prendre un nouvel abonnement téléphonique chez Bell, et ben ils vont faire une hard request. Donc ça, effectivement, ça joue en ta défaveur par rapport à ta cote de crédit. Donc si tu t'amuses à aller faire une demande d'abonnement téléphonique par semaine ou par mois, là, effectivement, ça va avoir un mauvais impact sur ta cote de crédit. Mais le vérifier chaque mois, chaque jour ou chaque semaine sur Borrowell ou Credit Karma, non, ça n'a aucun impact sur ta cote de crédit. D'accord, ok, je comprends. Du coup, j'avais une dernière question. Donc, quand tu dis de payer dans les 21 jours, est-ce qu'on doit payer quand le statement relevé de compte, quand le relevé de compte sort, ou est-ce que c'est 21 jours avant? À quel moment, en fait, c'est quoi cette période de grâce? Alors, la période de grâce des 21 jours, c'est une période de 21 jours qui part de la première dépense que tu as effectuée. Donc, admettons, on est 3 mai. Donc, j'ai fait un paiement de ma carte bancaire le 3 mai. Donc, j'ai fait un paiement de 500 dollars. Donc, ces 500 dollars, j'ai 21 jours pour les rembourser. OK? Donc, avant le 24 mai, il faut que j'ai remboursé ces 500 dollars. Tu vois? Et en fait, un petit conseil, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que tu dis parfois, je fais plusieurs dépenses, comment je fais? Est-ce que je dois rembourser à chaque fois que je fais une dépense? Moi, un bon moyen de le faire, c'est que je dirais à chaque paie. Donc, en France, nous, on est payé une fois par mois, chaque début de mois ou chaque fin de mois. Ici, au Canada, on est payé toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, donc c'est tous les 15 jours. Donc, logiquement, chaque premier du mois, chaque 15 du mois, tu reçois ton argent, rembourse ta carte de crédit. Comme ça, tu es sûr que tu l'as remboursé ta carte de crédit tous les 15 jours et du coup, tu es 100% sûr que tu as remboursé dans les 21 jours. Waouh, ok, c'est bon, c'est parce que moi, j'attendais toujours de recevoir mon relevé, et du coup, je payais. Mais au final, je paye avec les intérêts. Alors, ça dépend parce que ton relevé, je sais pas, tu le reçois tous les combien de temps ton relevé. Si c'est tous les mois, Oui, chaque mois. voilà, si c'est tous les mois et en fonction des dépenses, que des fois tu vas recevoir un relevé à la fin du mois, mais t'as pas forcément fait énormément de dépenses, ou alors tes dépenses elles datent de moins de 21 jours, donc tu peux ne pas payer les intérêts. En tout cas, ce que je te dirais, c'est vraiment vérifie sur le relevé, mais ouais, le faire tous les 15 jours, c'est un bon moyen de le faire. Et il y a une autre astuce, je sais qu'RBC le fait en tant que banque, il y a d'autres banques qui le font également, c'est tu peux activer une alerte qui va te dire, voilà, là, c'est la due date, ce qu'on appelle. Là, tu dois rembourser ta carte de crédit. Waouh. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper complexe parce que là, on n'aura pas le temps de rentrer en détail là, dans ce podcast, mais c'est super complexe et je sais pas si vous prenez conscience que l'éducation financière est super importante. Parce que là, Alexia nous a fait un condensé, mais généralement, tes formations, ça dure combien de temps Je des pourrais y journées? passer des heures. Alors, généralement, je fais un atelier d'1 heure, mais je fais un atelier d'1 heure par thème. Donc, la cote de crédit, c'est un atelier d'1 heure, 45 minutes de contenu et 15 minutes de questions parce que c'est large et je pourrais en parler pendant des heures. Bien sûr. Franchement, merci beaucoup Alexia, parce que même moi j'ai appris des choses et pourtant je suis là depuis presque 10 ans et franchement merci beaucoup. Est-ce que tu auras un mot de fin? Un mot de la fin, ben, je dirais vraiment quand vous arrivez au Canada, n'ayez pas peur. Il y en a certains vraiment, ils vont se dire ah voilà les codes de crédit, j'ai peur maintenant. Non, en fait il faut juste
Euh, Vous éduquer, vous informer et vous faire accompagner des bonnes personnes en dehors de votre banque. Je précise bien en dehors de votre banque. Donc, allez au centre francophone, ils ont des ateliers, que ce soit pour l'emploi, pour l'immigration ou alors pour l'éducation financière. Faites appel à une entreprise d'éducation financière, assistez à des ateliers. Moi, généralement, mes ateliers sont gratuits. Parce que justement, je vais travailler avec des organismes comme le Centre francophone qui, eux, vont pas vous faire payer parce qu'ils sont subventionnés. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, mais juste prenez le temps de vous éduquer, que ce soit par lire un livre, écouter un podcast, aller suivre une influenceuse qui parle d'éducation financière. Informez-vous, regardez des vidéos YouTube, posez des questions à votre coach, à votre éducateur financier. Allez voir peut-être, essayez d'aller voir un mentor, ou si vous avez un groupe d'amis qui est intéressé, faites un groupe WhatsApp et encouragez-vous. Vraiment, ne restez pas seul. Mon conseil de la fin, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul que si vous le voulez, en fait. Donc, c'est ça. Waouh, merci beaucoup. Et du coup, Alexia, si on veut te retrouver, dans tous les cas, je vais remettre tes contacts, mais comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver? Et est-ce que tu pourras aider en particulier ou ils vont vraiment devoir passer par les organismes avec lesquels tu travailles? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc 123 espace finance, donc 123 finance. Sur Instagram, c'est 123 finance underscore. Et puis, j'ai mon site web aussi, 123finance.ca. Et mon LinkedIn personnel, Alexia Kitoko, Kitoko. Donc moi, principalement, pour l'instant, je suis en B2B, donc je travaille avec les entreprises. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce qu'on peut travailler avec toi individuellement. Donc je ne suis pas conseillère financière, je ne fais pas de 1 à 1 pour le moment. Par contre, ce que je fais parfois quand je fais des ateliers, s'il y a un quiz Kahoot, ben, le gagnant, il va gagner une session de coaching individuelle avec moi. Donc ça me permet de me faire la main et de servir ceux qui veulent être accompagnés. Mais je suis en train de travailler sur une offre en B2C. Ouais, je suis en train de travailler sur une offre en B2C pour les groupes. Donc, ça sera quelque chose dans le contexte de apéro-finance. Apéro-finance, donc Waouh! ça va être le moyen d'approcher cette cible qui veut travailler un petit peu plus avec moi, cette cible de particulier. C'est génial. Alors, franchement, on a hâte de voir tout ça. Et vraiment, Alexia, merci. C'était vraiment un très, très bon moment. Et puis, on se retrouve très bientôt